Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le Motorola Razr, donc qui est le nouveau flagship, le nouveau produit phare de chez Motorola, 100% tactile bien sûr, et qui reprend en fait l'idée, le concept, enfin plutôt l'esprit, je dirais, du Razr, le premier Razr, donc qui était un appareil, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui s'ouvrait et qui était extrêmement fin. Et donc celui-là, une des particularités du Razr ici, c'est d'être très fin également. On va faire un tour sur les spécifications, mais d'abord, rapide déballage comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a? On a un câble USB, micro USB, un chargeur, donc qui se qui se branche en USB, des écouteurs qui sont standards, enfin même basiques. C'est pas du intra-auriculaire et une notice. Pas grand chose là-dedans. Ok. Alors, le Razr, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil avec un écran 4.3 pouces Super AMOLED Advanced. Alors, très brièvement, qu'est-ce que c'est Super AMOLED Advanced? C'est, bien sûr, c'est une technologie de Samsung. Alors là, je ne sais pas exactement si c'est produit par Samsung ou si c'est réutilisé à Tecno avec des modifications de Motorola. Quoi qu'il en soit, on connaît le Super AMOLED, on connaît le Super AMOLED Plus, le Super AMOLED HD pour les résolutions HD. Ici, c'est Super AMOLED Advanced. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est assez flou pour l'instant, Motorola met pas trop en avant, ils disent que c'est un bon écran. Y a un truc à savoir, c'est qu'il y a une densité de pixels supérieure à ce qu'on trouve sur un Galaxy S2, puisqu'il y a une résolution supérieure, je ne l'ai pas sous les yeux, bah attendez, je vais vous la donner, je peux la sortir. Voilà, donc c'est du 540 par 960 super, et le Galaxy S2 c'est 480 par 800, donc il y a une densité de pixels supérieure, vous aurez plus de pixels affichés à l'écran, mais par contre sur le Advanced, ça utilise la matrice Pentile, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros il y a moins de sous-pixels que sur du Super AMOLED Plus. Donc ce que ça fait, grosso modo, c'est que à l'œil nu, moi je le vois un peu, après c'est pas très gênant, c'est que les contours des lettres, par exemple, sont un tout petit peu moins nets, un tout petit peu plus, entre guillemets, pixelisés que sur un Galaxy S2, mais franchement, c'est pas en soi, c'est pas un point négatif. Voilà, ça c'était pour la petite aparté sur le Super AMOLED Advanced. Ensuite, on a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED. Le téléphone permet de filmer en 1080p. Vous avez une caméra frontale qu'on voit ici, c'est du 1,3 mégapixels. 16 Go de mémoire interne, on a un slot pour aller jusqu'à 32 Go, pardon. On peut, il y a 1 Go de RAM, un processeur dual-core à 1,2 GHz. Et niveau autonomie, alors là je vous donne les chiffres annoncés, j'ai pas pu vraiment faire de test sur l'autonomie. On a 9 heures en communication, 300 heures en veille, bien sûr ce sera moins que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a également niveau design, alors on va en parler aussi, mais niveau épaisseur c'est 7,1 mm d'épaisseur. À titre de comparaison, c'est 8,5 sur le Galaxy S2 que j'ai juste à côté. Voilà, ça donne ça. Mais par contre, ici, vous avez cette petite bosse en haut. Alors, je sais pas combien elle mesure, mais ça fausse légèrement légèrement le truc. Mais en gros, voilà, ça donne ça. Effectivement, l'appareil est plus fin qu'un Galaxy S2. Est-ce qu'en soi, c'est une grosse... Voilà, est-ce que c'est un gros avantage? Je ne pense pas. Mais ça reste néanmoins intéressant et c'est dans l'esprit de Razr de toute façon. Alors, on va passer sur le design. Donc là, enfin, plein de traces de doigts. L'écran 4,3 pouces. Là-haut, la caméra frontale qu'on voit ici. En dessous, on a quelques boutons sensibles. Donc options, accueil, retour et recherche. En dessous, on n'a rien. Sur le côté droit, on a un bouton on-off verrouillé déverrouillé. Classique et bouton de volume. Sur le haut, on a un jack 3.5. Ici, c'est le port micro USB. Et là, on a un port micro HDMI. Mais on n'a pas de câble fourni avec l'appareil. Mais c'est plutôt classique aujourd'hui d'avoir ça. Et ici, on a un cache. Parce qu'en fait, on peut pas enlever comment dire, le cache arrière. J'ai essayé, ça part pas. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, ça permet d'avoir une meilleure finition, mais on peut pas accéder à la batterie. Et en fait, on a ici un petit cache où on peut accéder à tout ce qui est micro SD et SIM. Et il y a un truc à savoir, c'est que c'est un appareil qui fonctionne avec une micro SIM. En soi, c'est pas un problème, mais il faut le savoir. Ça veut dire qu'en gros, si vous n'avez pas de micro SIM, il va falloir en commander une.
Bon, voilà. Moi, j'ai eu quelques soucis avec la SIM. Alors, je sais pas si c'est l'appareil qui a un problème ou pas. Donc, ne jugez pas là-dessus. Peut-être qu'en plus, c'est un prototype. Je suis pas sûr, mais c'est possible. En gros, j'avais une mauvaise accroche. Je sais pas ce qui se passait avec ma SIM. J'arrivais pas à passer des appels. Parfois, ça buguait. Le son était pas clair. Fallait que je reboot l'appareil pour bien capter le réseau. C'est un petit peu bizarre. Je pense que c'est un problème avec ma SIM, mais j'en suis pas sûr. Donc je vous le dis quand même au cas où. Normalement, vous n'aurez pas ce problème, mais je le signale au cas où c'est un problème qui est trouvé après sur l'appareil. Je ne pense pas. Et derrière, on a l'appareil photo, donc 8 mégapixels avec son flash. Le haut-parleur à côté ici. Et là, on a cette coque arrière qui est en Kevlar. Et en fait, c'est un petit gimmick. Hein. Pour moi, c'est vraiment. Ils disent que c'est pour le rendre plus solide. Mais franchement, c'est la structure de l'appareil qui rend le terminal solide. L'arrière, franchement, c'est un détail. Mais bon, pourquoi pas. En gros, c'est du Kevlar. C'est vachement résistant. Et c'est surtout niveau sensation en main, c'est agréable parce que c'est un petit peu mou. Moi, je m'attendais pas à ça. J'admets, je savais pas comment c'était du Kevlar. Bah, c'est comme ça. Et c'est légèrement mou, une sensation un peu caoutchouteuse, je sais pas comment on dit. Bref, c'est agréable. Et un truc à savoir également, mais ça devient vraiment commun, l'écran c'est du Gorilla Glass. Donc renforcé contre les rayures, ce genre de choses. Et dernier petit élément par rapport à la résistance, à la robustesse du Razer, il a un revêtement hydrophobe qui est déposé à l'extérieur de l'appareil et à l'intérieur également sur les composants. Donc ça fait que concrètement, il est plutôt résistant à l'eau. Il n'est pas IP67 ou 87, je sais plus comment. Non, c'est 67, peu importe. Pas par exemple comme il s'appelle, le Défi ou Défi Plus, qui pourtant n'a pas ce revêtement-là à l'intérieur. Mais bon, en tout cas, il permet de résister quand même assez bien à l'eau. Voilà, donc ça c'était pour le petit tour du design. On va maintenant passer à l'interface. Donc je le déverrouille ici, avec ce petit effet là. L'écran de déverrouillage est assez intéressant, parce qu'on a la possibilité de lancer l'appareil photo directement comme ça. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la gestion du son, des profils, et on peut bien sûr déverrouiller l'écran comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a du Android, c'est du 2.3.5, je vais vous montrer ça. Voilà, 2.3.5 avec Moto Blur, mais disons qu'il y a la surcouche Motorola, mais que Motorola ne communique plus sur le terme Moto Blur. Mais ça reste, on va dire, il y a la surcouche Motorola, ça s'appelle plus Moto Blur, mais il y a une surcouche, c'est clair. Elle a été bien modifiée, et on l'avait vu lors de ma prise en main du Défi Plus. Et là, j'ai essayé de défiler sur la droite alors qu'il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le tiroir des notifications, bien sûr. Donc, plutôt classique. On n'a pas de contrôle direct pour tout ce qui est settings, tous ces paramètres là-haut. Et normalement, on a, et je les avais, on a les widgets qui permettent justement de contrôler ça, comme celui-là. Et j'ai l'impression qu'il bug là depuis aujourd'hui. Hier, ça fonctionnait très bien, il s'affichait normalement ici en haut. Il y a toute une ligne de widgets qui permettent de contrôler le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS. Et là, vous avez vu, j'essaie de les installer. Donc par exemple celui-là. Je sais pas, il veut pas le mettre. Donc je suis un peu perturbé. Mais en tout cas, normalement, vous pourrez les mettre. Et comme je vous disais ici, normalement, il y a des widgets. Et d'ailleurs, quand je reste appuyé, il se passe rien. Parce que c'est pour me dire, bah non, il y a déjà des widgets sur cet écran, tu peux rien faire. Alors qu'on voit bien que on les voit pas. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelques petits bugs. Si vous voyez des bugs, mettez ça sur le compte du fait que c'est sûrement un prototype. Et puis en espérant qu'il y ait des mises à jour qui soient faites si éventuellement c'est pas un prototype, je suis pas sûr. On a quoi comme widget? On a un widget comme ça qui permet d'accéder rapidement aux contacts favoris. Plutôt sympa. On peut mettre bien sûr ces icônes. Il n'y a pas de pinch, enfin là ça, ok, ça c'est autre chose, voilà. Il n'y a pas de pinch pour afficher toutes les pages d'accueil, mais vous pouvez défiler comme ça assez rapidement. Et on n'a pas comme sous les versions précédentes de Moto Blur, un système où on peut défiler en bas. C'est pas plus mal, mais bon, ça va pas me manquer à moi perso. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On a quelques widgets, je vais vous remontrer la liste des widgets, puis on aura fait le tour pour l'accueil. Hein. Donc là, on a ces widgets là de contrôle de paramètres, agenda,
email, favori, horloge, la musique qu'on a vu, réseau social, Twitter, puis c'est tout. Donc réseau social, ça va être non, musique, ça va être celui-là. Réseau social, je crois que je l'avais déposé. Bon, c'est pas très intéressant. Je vais le mettre quand même pour vous montrer à quoi ça ressemble, celui-là. Bien sûr, il n'y a pas de place. Bon, bah ça me permet de vous montrer ça. Vous restez appuyé, on a un petit effet comme ça, c'est un peu gadget. Et c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à Honeycomb dans l'esprit, quoi. Tous ces éléments-là. Hop, voilà. Toc. Et donc là, on peut dire quel service afficher. Donc je vais mettre, imaginons, juste Twitter. Et puis là. Ah bah non, mais c'est celui-là. Ok, pardon, excusez-moi. C'est celui-là. Je croyais que j'en avais un autre qui ressemblait à autre chose. Mais ça, c'est un petit widget qui permet d'afficher tout ça. Et il y a des widgets qui sont redimensionnables. Pardon. Et celui-là en fait partie. Voilà. Ensuite, fonction téléphonique. Vous passez un appel comme ça. Vous écrivez un numéro. Ça va vous afficher des correspondances. Classique. Vous pouvez passer l'appel. Ici, faire une commande vocale. Alors, veuillez dire une commande. Ok. Appeler Pierre. Avez-vous dit contact? Publier carte? Non, j'ai pas dit ça. Veuillez dire une commande. Appeler Pierre. Avez-vous dit appeler Pierre? Ouais, c'est ça. Bon, bref, voilà. Récent, donc tous les appels récents. Journal des appels. Les contacts. Alors là, j'ai synchronisé avec un compte, avec mon compte Twitter. Et du coup, il m'a balancé tous mes contacts Twitter. C'est pas très judicieux, mais ça permet pour la démo de vous montrer voilà, des listes complètes. Vous pouvez naviguer par lettres, rentrer dans un contact. Par exemple comme ça. Bon là, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est pas un vrai contact. Il y a en cas d'urgence, ça c'est intéressant. C'est en haut et vous pouvez définir quel numéro appeler en cas d'urgence. Et on le voit nulle part ça sur les appareils, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir ça. Et ensuite là je rentre dans un contact quand même qui est complet, donc avec le numéro, on peut l'appeler, lui envoyer un email. Là il y a son adresse personnelle, son compte Facebook si j'appuie dessus, et que je fais envoyer un message, alors je peux envoyer un message directement, donc ça c'est plutôt bien fait. Mais si on veut, alors envoyer un POC et écrire sur le mur c'est la même chose. Par contre si on veut afficher le profil, ça se passe sur l'interface mobile de Facebook. Donc ça c'est pas bon, c'est afficher le profil. J'aurais bien aimé une intégration avec une application, un truc comme ça, mais ça c'est voilà, c'est un détail. Et les favoris, vos contacts favoris qui s'affichent ici, et c'est également ceux qui s'affichent là-haut que vous pouvez activer comme ça. Voilà, le multitâche est géré comme ça, de cette façon. Et vous allez voir cette nouvelle interface Moto Blur, elle s'articule beaucoup avec des éléments plus droits que dans la précédente version. Ça j'en avais déjà parlé avec la prise en main du Défi Plus. Et on a là, tous ces éléments là, donc des trucs comme ça, qu'on retrouve un petit peu partout, des icônes un peu plus visuelles. Ça c'est pas inintéressant et c'est un petit peu ce qui se passe avec Ice Cream Sandwich, donc Android 4.0. Donc bon, vous verrez ça plus tard. Ensuite, SMS MMS, on a des discussions comme ça avec des bulles, blablabla. J'ai pas de carte SIM, mais c'est pas grave. Donc ça c'est très classique également. On peut accéder à la fiche de la personne comme ça. Ensuite, le clavier. Donc là, on a un clavier noir. C'est un choix qu'a fait Motorola. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir le personnaliser parce que personnellement, noir comme ça me plaît pas terrible. Enfin, ça me plaît pas des masses. Après, on a différents modes et on a un mode swipe qui est préinstallé. Hop. Voilà, que vous connaissez sûrement, swipe. Et du coup, je sais plus exactement comment on fait pour venir ici. Voilà. Mode de saisie, on va revenir sur celui-là. Et là, on avait quelques paramètres ici. Je vais vous montrer ça. La langue de saisie, remplacement automatique, donc corriger les mots mal saisis, ponctuation automatique, vibre à chaque touche, donc retour haptique. Saisie vocale, vous pouvez l'activer, désactiver, etc., etc. Donc ça, c'est assez complet niveau fonctionnalité, niveau options ici.
Et le clavier, bah, est pas mal du tout. Salut, voilà, je m'étais trompé, il m'a corrigé. Salut, les amis. Pardon. Les amis, ça va. Voilà, là, il m'a même corrigé la C10, ce qui est plutôt bien parce que c'est pas toujours fait. Par contre, pour aller chercher, alors ça c'est autre chose. De temps en temps, vous aurez besoin d'aller chercher quand il y a des propositions qui s'affichent à l'écran, le point d'interrogation, exclamation par là. Mais sinon, il s'affiche là-haut. Alors, ouais, bah si vous le voyez là, juste au-dessus dans la ligne grise. Donc j'appuie là. Je le refais juste au cas où vous n'ayez pas vu. J'appuie ici et j'ai le point d'interrogation, l'exclamation. J'ai quoi? J'ai la virgule, le underscore, ce genre de truc. Ça, c'est pas mal. Et en mode paysage, ça s'affiche comme ça. Donc là, on a quand même la place. Et c'est un écran 4.3 pouces. Donc il y a franchement de quoi faire quoi, en termes de saisie de texte. Bon, je vais pas passer à l'appareil photo tout de suite. Je vais aller dans le menu. On va regarder un peu. Et puis on verra les options qui s'afficheront. Donc là, on a un accès rapide à tout ce qui est Android Market. Donc là, dans la toute dernière version. Bon, je ne vais pas passer en vue, ça je pense que vous connaissez. Là, on a des tris dans toutes les applications récentes, donc récemment utilisées et téléchargées. Donc là, il y en a quelques-unes. C'est pas mal et on peut créer des nouveaux groupes. Donc là, test. Toc. On peut sélectionner ce qu'on veut dedans. Et voilà. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas inintéressant. C'est un système qui permet d'organiser un peu ces applications, de créer des sortes. Ils appellent ça des groupes, mais c'est finalement des dossiers accessibles là-haut, pourquoi pas. Ok, alors on va commencer par une première fonctionnalité qui est assez intéressante, qui s'appelle les actions intelligentes. En anglais, ils mettent ça en avant, ça s'appelle Smart Actions. Bon, c'est la traduction littérale, donc c'est logique. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de définir des conditions qui vont générer une action. Donc par exemple, ici, ils mettent déclencheur action, et c'est une sorte de filtre finalement. Vous pouvez définir des filtres et dire, donc par exemple, je vais vous montrer, période, le matin, donc quand il est entre 5h et 8h, très bien, je veux, qu'est-ce que je veux? Je veux changer la sonnerie de mon téléphone par exemple. C'est un exemple super bête que je viens de vous montrer, mais je vais vous en faire un, je vais vous montrer ça en action. Donc on va enlever celui-là, je sais plus comment on fait, voilà, c'est comme, non, pas désactiver, pardon, je suis pas trop à l'aise avec ce truc, je vais faire test, hop, on va faire ça, je vais en faire un qui va vous montrer comment ça marche. Alors quand l'écran est activé, envoyer une notification avec écrit test, et on va lire un son. Ça va être insupportable. Et voilà, et là le timing envoyé tout de suite ou avec un délai. Lire un son, il me demande pas le son, mais c'est pas grave. Ajouter une règle, donc elle est là. Donc là il me le met là. Donc je fais ça. J'active l'écran, vous voyez la notification qui s'affiche là-haut. Là il y en a deux, ok. Donc je vais les laisser afficher, il y en a deux. Hop, je fais ça. Là, il y en aura 3, etc. Donc ça, c'est un exemple vraiment tout bête, mais qui permet de voir comment ça marche. C'est ça l'idée, quoi. Et là, vous avez l'action intelligente ici. Et bon, ça, c'est un truc complètement bête que j'ai défini, donc faites pas ce genre de choses. Mais dans les règles intéressantes, vous avez des exemples. Par exemple, j'arrive à mon domicile, je veux configurer le volume de sonnerie. Ou j'arrive à mon domicile, je veux envoyer un texto à telle personne. Voilà. Alors après, il faut savoir une chose, c'est innovant qu'il y ait ça préinstallé, c'est sympa. Maintenant, il y a des solutions sur l'Android Market qui permettent de faire la même chose et qui sont connues et qui existent depuis bien longtemps. Enfin, au moins 1 an pour la plus connue. J'ai pas le nom en tête, mais je pense que vous la trouverez. C'est taper, je sais pas trop quoi d'ailleurs, je sais plus, action. Je vous mettrai au montage le nom dans la vidéo si j'y pense. Et puis sinon, regardez sur Android Market, vous trouverez. Il y a déjà des applications qui permettent de faire ça. Ensuite, on a actualité météo, adresse, agenda. Je vais vous montrer l'agenda. Voilà, il est comme ça avec ce tri ici. Et c'est vraiment cette nouvelle interface Motoblur que j'aime particulièrement parce qu'elle est vraiment sympa. Ils ont retravaillé tout ça. Et c'est en tout cas j'estime que c'est mieux que ce qu'il y avait avant. Ça c'est sûr. Toc.
alarme et minuteur, donc alarme et minuteur. On va regarder l'appareil photo. Alors appareil photo 8 mégapixels que je trouve assez intéressant. J'ai fait quelques clichés avec là et je trouve qu'il est pas mal. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, voilà, bon, vous faites le focus, toc. Prenez votre photo, là je viens de flasher assez violemment la boîte. Et il y a un truc qui est bien, que j'aime bien quand, voilà, c'est qu'on peut faire le focus au doigt et dire, par exemple, je veux faire non pas la mise au point sur un élément qui est juste devant moi, mais je veux que ce soit en dessous. Ça permet de s'amuser un petit peu plus. J'aime bien. Ensuite, vous pouvez zoomer ici. Vous pouvez également zoomer là, avec les boutons. Ils sont assez petits quand même. Ensuite, vous faites ça, ou bien vous utilisez le bouton là et vous affichez quelques paramètres rapides. Donc, le flash, s'il veut bien, voilà. Ça, c'est... Oula, il a l'air de ramer un peu. Voilà, l'exposition. Différents modes, dont un mode panorama. Les modes de scène, dont un mode macro, qui est en bas à gauche là. Quelques effets, dont des effets de teinte. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais pourquoi pas. Voilà, ça donne une petite teinte à tout ce qui se passe autour de vous. C'est ouais, ça rend comme ça, quoi. Bon, là c'est assez moche, hein, mais on peut quand même s'amuser un petit peu. Et ensuite, on a des paramètres, et ces paramètres-là sont globaux à tout ce qui est appareil photo, et j'ai un peu de mal à les ouvrir. Bien, non, il y a un bug, regardez, voilà. Petit lag, je sais pas pourquoi. Écran large. Donc là, on peut configurer, c'est un peu bizarre la façon de configurer la résolution. Je trouve ça bizarre comment ils le présentent. Ils disent écran large ou pas. Et si je mets écran large, ça me fait du 6 mégapixels, mais ça prend toute la taille de l'écran. Vous voyez là, par exemple, sur le côté, là, à droite. Et si je décoche, ça me fait du 8 mégapixels, mais ça prend pas toute la taille de l'écran. Mais j'aurais préféré qu'ils mettent plus clairement les choses, qu'ils disent voilà, c'est du 6 ou du 8. Mais bon, peut-être que pour les gens un peu moins geeks, un peu moins techniques, ça peut être plus intéressant. Je sais pas, résolution, on peut aller en 1080, 720p. Et stabilisation vidéo, tout est affiché là. On peut bien sûr se filmer ou se prendre en photo. Donc c'était du 1,3 mégapixels. Et on va passer rapidement à tout ce qui est vidéo. Vous pouvez filmer comme ça. Donc avec autofocus continu et autofocus au doigt. Donc on peut choisir où est-ce qu'on veut faire l'autofocus. Ah, je croyais. Mais si, normalement. Attendez. Je vais revoir ça. Non, ok, pardon. Je croyais, mais non, en fait, non. Alors, l'autofocus se fait et il est continu. Donc automatique. Normalement. Ok, donc il est au doigt. Je vais réessayer juste un peu. Il me semblait qu'il était automatique. Eh non. Ok, donc pardon, je me suis trompé. Alors je me suis trompé sur deux choses, désolé, moi je croyais quand j'avais testé, mais en fait non. Donc en gros, vous avez autofocus au doigt, mais vous pouvez pas déterminer une zone de focus. C'est un peu bizarre, je trouve. Moi je préfère autofocus automatique, quitte à ce qu'il soit juste droit. Mais si on peut le faire au doigt, bah, ce serait bien de pouvoir sélectionner des zones sur les côtés. Donc je sais pas trop pourquoi ils ont choisi ce genre de choses. D'ailleurs, je vais arrêter de filmer. Voilà, et là on a quelques options. Scène audio. Ça c'est assez intéressant, ça permet d'atténuer le vent, ce genre de choses. Filmer dans un mode spécial si vous êtes dans un concert. On a également les teintes ici. Les modes là pour tout ce qui est MMS. Exposition et la flash. Le flash, ils appellent ça torche. On passe à la suite. Calculatrice. Bon, assez classique, on va pas s'attarder là-dessus. Commande vocale. On a les contacts que je vous ai déjà montré, qu'on peut bien sûr sortir d'ici. Alors, le client email, bien sûr, si vous utilisez Gmail, vous pouvez utiliser ce client-là. Sinon, vous avez le client par défaut, enfin le client proposé par Motorola. On peut définir des comptes et y accéder ici. Donc là, j'ai qu'un seul compte et je pourrais en mettre plusieurs. On peut refresh, créer un nouvel email, déterminer ça et mettre l'adresse ici directement, blablabla.
faire son email, on peut mettre le texte en gras si on veut, en italique, c'est assez simple à utiliser, on peut mettre des smileys, ce genre de choses, c'est assez bien fait. Je trouve quand même que Motorola là-dessus a toujours un très très bon client email. La liste ici est plutôt bien faite, vous pouvez sélectionner rapidement des emails sur le côté. C'est assez difficile de le voir à la caméra, mais en gros voilà, il y a des petites cases à cocher sur le côté, ensuite on peut les supprimer rapidement là, ou annuler, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment sympa, on peut retrouver ces dossiers ici, voilà. Modifier l'affichage par conversation non lue avec indicateur, etc. Donc un client email plutôt complet. Vous avez vu un petit truc aussi, là j'ai un brouillon en attente et du coup il m'a mis 1 à côté du plus. Voilà, et là je peux accéder à mon brouillon si je veux. J'aime bien, je l'aime bien ce client, il est bien fait. Vous pouvez accéder à vos fichiers. Et d'ailleurs là j'ai fait un petit réglage sur la caméra pour vous montrer un petit peu l'écran avec des couleurs un peu plus justes. Et en fait ici il y a un truc à savoir, bon ça n'a rien à voir avec les fichiers, mais niveau luminosité, je l'ai mis au minimum parce qu'il est très lumineux comme écran, plus lumineux que l'écran du Galaxy S2, et du coup à la caméra ça passe pas. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a nos fichiers avec Motocast. Alors Motocast c'est un système un peu à la Dropbox qui permet d'accéder à ces fichiers distants, donc ces fichiers sur son ordinateur, à partir de son téléphone mobile, et ça marche assez bien. Donc là j'ai partagé un dossier sur mon ordinateur, on va regarder ça. Toc, il s'appelle Motorola Razr. Donc là j'ai tous les fichiers qui sont listés comme ça, comme vraiment des fichiers à part entière. D'ailleurs c'est les fichiers. Si j'en lance un, toc, voilà. Et après vous le verrez dans l'appareil, quand vous allez dans différentes parties, vous pouvez accéder aux musiques, vous pouvez accéder à la galerie photo, aussi sur Motocast, ce genre de choses. Et là vous avez tous les fichiers, donc ça c'est intéressant. C'est un petit truc sympa et ça m'a pris franchement 3 minutes à mettre en place. Vous déterminez le dossier sur votre ordinateur à partager et ça le fait automatiquement. Ça télécharge pas, ça télécharge que si on le lance et ça fait le listing comme ça. Donc moi j'aime bien ce genre d'option. La galerie, bah d'ailleurs on va y passer. Qui a un affichage un peu bizarre, je trouve. Enfin on arrive, on a ça. Ça me parle pas trop tout ça là. Mais la pellicule, on a les photos prises avec l'appareil photo. Donc, je vous mettrai bien sûr des exemples de qualité photo sur le test sur testmobile.fr. Ma bibliothèque qui affiche tout, dont les fichiers qui n'ont pas été pris, dont les photos qui n'ont pas été prises avec l'appareil photo. Donc là on peut zoomer, c'est pas très fluide, comme vous pouvez peut-être le constater. C'est rapide mais pas fluide. Petit peu dommage ça, mais je vais regarder comment ça se passe comme ça. Ouais. Non. Ouais, je suis pas fan, c'est pas très fluide sur ces images là. On va regarder sur des images qui ont été prises avec l'appareil. Non, ça change rien. Hein. C'est pas très réactif effectivement. Petit ouais, un peu dommage. Alors en ligne, je sais plus. Ah oui, ça c'est les photos Facebook. Bon, ok, super, on peut accéder aux photos Facebook, on peut accéder aux photos de ses amis si on veut. Et on a Motocast ici, et là on a hop, et là c'est que mes photos et mes vidéos. Et je vais vous faire une petite démo rapidement. J'ai une image là sous la main sur mon ordinateur, je la glisse dans le dossier maintenant. Et en fait elle va pas s'afficher en temps réel, j'ai pas essayé de voir si ça s'affichait en temps réel. Par contre si vous faites ça, normalement elle s'affiche. Alors attendez, je vérifie que ouais, elle est bien transférée. On va attendre. Ah là, elle est là. Ok, donc là j'ai mon image et je peux zoomer dedans, je peux faire ce que je veux et je peux la télécharger, il me semble. Attendez, ça c'est quoi? Ouais, ok, je suis en train de la télécharger et ça va l'installer, enfin ça va la mettre en local sur le téléphone. Donc là ça va utiliser votre forfait data ou le Wi-Fi pour télécharger les fichiers. Une chose à savoir, et que je vous ai pas montré, c'est que le Razr permet de lire le fichier DivX en natif. Voilà. Donc ça c'est bon.
Ça c'est normal, on va dire, sur un appareil de haut de gamme comme ça. On peut gérer ses applications ici, donc les installations, désinstaller. On va pas s'attarder là-dessus. Gmail. Ça je sais plus, ouais, GoToMeeting avec Citrix, voilà, intégration Citrix, ils en avaient parlé lors de la conférence de presse de présentation du Razer, mais en gros vous pouvez créer des meetings avec différentes personnes comme ça, je sais pas exactement comment ça marche. On a Maps, le Market, on a nos comptes qui sont déterminés ici, donc tout ce qui est moto, comment il s'appelle ça, pardon, je me rappelle plus, Motocast, pardon. Motocast, ça se détermine ici, vos emails, etc. La messagerie, on a vu. On a Motoprint, qui permet de se connecter à des imprimantes pour imprimer comme ça à distance. On a le lecteur musical, qui a le même aspect en fait que la galerie, donc avec les pochettes à la place ici. Ma bibliothèque, donc on a ça, on a les artistes, on peut trier ici album, titre. Donc là, vous voyez l'interface, elle est quand même cohérente ici. C'est assez bien, on peut faire une recherche rapidement sur des lettres ici. Hop, je vais ranger ça. Là, on peut accéder à son Motocast et l'afficher ou non. Alors, je vais essayer très très rapidement de mettre un fichier MP3, mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc là, je suis en train de copier. Voilà, j'ai copié un fichier là-bas. Je sais pas combien de temps ça va prendre par contre. Bon, on va se promener dans l'interface pendant ce temps-là et puis on va voir si nous le trouve. On a les podcasts ici. On peut parcourir les podcasts qu'on a avec podcast.com et les intégrer et les lire. L'intégration avec le serveur DLNA, mais là j'en ai pas installé. Radio Internet qui sont ici avec Shoutcast Radio. Donc ça c'est bien, des petites intégrations. Et vous vous rappelez, dans mes précédents tests avec Motoblur, on a toujours eu ce lecteur connecté qui était pas mal. Là je le trouve quand même un petit peu plus sympa. On va lire un fichier. Il y a plusieurs choses à savoir, donc vous avez les artistes, etc. Et là, vous avez l'accès à Motocast. Et on peut en fait activer ou désactiver l'accès à Motocast. Et donc là, j'ai dit que oui, je voulais afficher les fichiers, qui étaient dans Motocast. Et là, on voit une petite icône. Ça veut dire qu'il y a des fichiers Motocast. Album inconnu, ok. Donc celui du dessus, c'est un fichier qui a été mis dans le dossier. Ça, c'est une des parties de mon test enregistré, donc ça c'est autre chose. Hop. Vous voyez le chargement en bas? Donc ça se charge en streaming, donc attention à vos forfaits. Attention à vos forfaits data, parce que bon voilà, ce genre de choses, ça peut coûter cher, mais la fonctionnalité est intéressante. En tout cas pour les images, ça pose pas de souci. Vous n'allez pas, voilà, c'est pas en chargeant quelques images que vous allez complètement dépasser votre forfait, mais en tout cas pour la musique faites attention, mais c'est intéressant quand même. Et vous pouvez le télécharger normalement. Alors je vais voir ça, voilà, télécharger le morceau. Ça c'est quand même sympa, accéder à ça, à tout son disque dur, pas forcément à tout son disque dur, mais accéder à une partie de son disque dur à distance, pouvoir faire du streaming, accéder aux photos, aux fichiers vidéo et aux fichiers musicaux. Moi je trouve ça sympathique comme fonctionnalité. On va aller sur un autre album, voir voilà un morceau avec une pochette. Vous avez la pochette qui s'affiche ici, on appuie, on l'enlève, on la met. Là, c'est pour définir son statut, pour dire ce qu'on est en train d'écouter sur Twitter. Ça c'est marrant qu'il y ait ça. Ici on a la file, ils appellent ça la liste d'attente, enfin lire la file d'attente. C'est la playlist qui est en cours. L'affichage est plutôt sympa. Et là, on peut lire sur un autre appareil. Donc ça, c'est en DLNA. Ajouter une playlist. C'est à peu près tout ici. Je regardais d'ailleurs où se trouvait la fonctionnalité aléatoire. Pardon, vous m'avez peut-être pas entendu. J'ai dit aléatoire. Et je vais voir si on peut... Voilà, ok. Donc c'était ici, vous faites ça, vous faites lecture aléatoire. Ça va vous lire vos fichiers de manière aléatoire. Et on va écouter un petit peu, voir la qualité du haut-parleur. Là je suis à fond. Le haut-parleur est là-haut.
Un petit dernier. On va mettre... Ok. Je sais pas si ça s'entend à la caméra, avec le micro de la caméra, etc. Mais c'est un excellent haut-parleur. Je l'avais testé un petit peu dans des conditions un peu moins... un petit peu moins facile et effectivement là ça confirme ce que je pensais au début. Effectivement c'est un très bon haut-parleur. Alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a du volume, d'après moi il est assez élevé, ça suffit largement, et en plus le son est précis. Donc par exemple sur celui-là qui est un peu fouillis, on entend bien les différents instruments à peu près, et c'est assez clair quand même. Et surtout sur ce morceau qu'on a vu ici, enfin c'est pas ici c'est l'autre mais peu importe, on entend les basses. Et bon, c'est pas impressionnant, on est d'accord, mais d'un point de vue mobile, dans tout ce qui est, enfin, par rapport à tout ce qui est mobile, c'est quand même bien. Et donc, bon haut-parleur pour cet appareil, ça, je pense, c'est un point positif. C'est clair qu'il y a beaucoup de monde qui recherche des smartphones avec quand même un haut-parleur qui envoie un minimum. Et donc là, on l'a, et c'est vraiment bien. On va passer au web. Donc, je suis connecté là en Wi-Fi. Ça facilite un petit peu la tâche, mais donc voilà. Ah, il y a un truc à savoir, c'est quand... Oups. Ok. Je sais, c'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Il y a un petit truc qui est bizarre ici, c'est le clavier et la gestion sur Google qui est assez mal géré quand on appuie là. Là ça va, mais vous avez vu tout à l'heure, le clavier montait tellement haut que ça empêchait de voir en fait ce qu'on tapait. C'était un peu gênant. Je sais pas comment c'est possible ça. J'espère qu'il va pas me replanter, mais quand vous dézoomez, il y a des petites vibrations, c'est un peu désagréable, je trouve, ça sert à rien. Et il y a ce genre de truc un peu partout, par exemple quand vous défilez dans les photos et que vous allez trop loin, entre guillemets, c'est-à-dire que vous arrivez à la fin du diaporama, bah, il va commencer à vibrer également. C'est un peu bizarre. Alors niveau fluidité, je trouve pas qu'il soit au top. On va aller sur d'autres sites également. Donc là ça fonctionne, je sais pas. Bon, c'était bizarre. Ok, donc vous voyez, on peut ouvrir différentes fenêtres. Voilà. Je trouve pas ça super impressionnant pour un appareil dual-core. Mais il faut savoir qu'il charge tout là. Donc activer les plugins et activer. Qui charge le flash, etc. Et on va mettre désactiver juste pour le bien du test. Il faudrait que je le ferme vraiment. Pas que je fasse ça, mais on va voir si on refresh. Est-ce qu'il prend en compte la modification des paramètres? Ok. Donc là, il a pris en compte ma modification, il affiche pas le flash. Effectivement, c'est plus fluide. C'est logique, mais ouais, c'est plus fluide. Mais bon, ça c'est du classique, hein, sur Android, on a le flash, mais c'est pas extrêmement fluide, donc bon. De toute façon, le flash sur mobile, hein, je sais pas si vous avez suivi un peu les actus, j'en ai parlé sur Test Mobile, mais c'est Adobe a arrêté a annoncé arrêter de développer le composant flash pour mobile, le lecteur. Donc petit à petit, on va passer à du full HTML5 sur mobile, et puis ça va être... le problème va être réglé d'une certaine façon. Il faudra des mobiles qui supportent complètement l'HTML5, des navigateurs web, mais bon, ça va se faire. Donc là, je suis sur un site un peu lourd, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments. C'est pas très fluide. Et ça me déçoit un peu parce que... je m'attendais un peu mieux. Oups, voilà, je fais double tap. Bon, bah, de toute façon, je voulais vous montrer 2-3 petits trucs. Ok, je suis dans une review. Je zoome, double tap. Voilà, ça met en page le texte. Donc ça, c'est top. Et ça marche bien en plus, hein. Je refais un copier-coller, partager le texte ou copier. Donc ça c'est bien également. Un navigateur web qui a des bonnes fonctionnalités mais qui manque un peu de fluidité, à part sur des sites un peu légers où il n'y a pas de... Par exemple, il n'y a pas trop d'images, il n'y a pas de flash, etc. Ça va bien passer. Mais c'est vrai que sur des sites un peu plus lourds, c'est moyen. Donc c'est un peu décevant au niveau web. C'est clair. Voilà, après j'ai fait
un peu le tour. Là, c'est pour le partage en modem. J'avais fait des benchmarks et alors sur Quadrant, il était pas mal, mais je sais plus lequel. Il y avait un test. Ah ouais, pourtant c'est bizarre. Alors, quand je vous parle du navigateur, niveau fluidité, il est pas terrible, mais c'est vrai que niveau performance, il est pas mal. Et sur Browser Mark, le benchmark, il a fait un score assez élevé de 86 000, ce qui est plus élevé que par exemple un Galaxy S2, il me semble, ce genre de terminaux. Donc c'est intéressant. Bon, pour moi, ça reste du détail. On a les réseaux sociaux ici. Voilà. Ça, c'est les mentions. Là, on peut afficher tous les messages. Bon, ça c'est bien, c'est intégré. Vous pouvez accéder à vos messages, Facebook, Twitter. C'est pas excellemment bien fait. Et en plus de ça, moi je vous conseille de toute façon de télécharger les applications officielles, donc Facebook et Twitter, qui sont très bonnes. Et si vous les aimez pas, celles-là, vous pouvez encore passer à des applications payantes ou gratuites. Il y en a énormément de clients pour les réseaux sociaux sur le market, donc faites-le. Hein. Les tâches, gestion des tâches, voilà. Bon. Et puis c'est à peu près tout. Il y a Zinio Reader, c'est un lecteur de magazines, de bouquins, e-books. Vous pouvez vous créer un compte. Là, moi, j'avais rien. Et puis, je crois avoir fait à peu près le tour. On va refaire un tour vite fait dans le menu, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Alors, non, j'ai oublié un petit truc. Ça. Mais ça, c'est du grand classique. Vous pouvez faire une recherche comme ça. Tac, elle est là. Et c'est un des seuls constructeurs. Hein, voilà, là, on a la reconnaissance vocale. Un des seuls constructeurs à proposer encore ce bouton. Je le cachais, désolé, je vous ai pas montré. Mais ça, en fait, j'appuyais sur ce bouton là. Le bouton recherche. Et là, je sais pas ce qu'il me dit. Voulez-vous dire? Non. Ok, parce que j'ai parlé un peu dans le vent. Pour conclure, je dirais que le Motorola Razr, c'est un appareil intéressant. Alors déjà, pour commencer, c'est effectivement le smartphone phare de Motorola fin 2011 et pour une grande partie de l'année 2012. C'est un appareil qui est très fin, qui a un design soigné, qui est vachement équipé aussi, enfin, alors je voulais dire vachement équipé en termes de design de hardware, avec ce truc-là là, en Kevlar, le fait qu'il soit très fin, etc., qu'il y a un grand écran, du Super AMOLED Advanced. Même si ça utilise la matrice Pentile, c'est pas grave, c'est quand même vachement bien. Et puis à côté de ça, on a aussi des grosses spécifications, du dual core, du 8 mégapixels. Vraiment, Motorola a mis la pression, on va dire, là-dessus. Plusieurs choses à dire. Moi, je trouve que niveau design, il tient bien en main, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est vrai qu'il est très fin. Et moi, j'aime pas trop les appareils qui sont larges. Et fin comme ça, parce qu'en main c'est agréable, mais ça pourrait être un tout petit peu mieux. J'aurais bien aimé par exemple avoir des rebords ici plus fins. Vous voyez, il y a quand même une marge assez grande. Enfin, j'exagère peut-être un peu, vous allez me dire, mais je trouve qu'ici ça aurait été vraiment bien qu'ils réduisent un tout petit peu l'appareil pour avoir une meilleure prise en main. Mais bon, ça reste correct. Il y a ces petites bosses là-haut qui est à prendre en main. Disons qu'au début, moi, ça m'a gêné. Petit à petit, ça me gênait de moins en moins. Donc, ça, c'est à prendre en main. L'arrière est très agréable au toucher. Appareil photo qui est très très bon. Vous le verrez dans les aperçus. Enfin, moi, je le trouve plutôt sympathique. Ensuite, niveau point positif, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une fluidité dans l'interface. Un appareil qui est puissant, qui va vous permettre de faire fonctionner des jeux qui sont gourmands. Malgré le fait que sur le web, ce soit pas top, comme vous l'avez vu, le navigateur web est efficace, mais il n'est pas performant en termes de défilement, ce genre de choses. Mais il reste rapide pour tout ce qui est chargement, mais il y a des petits problèmes de fluidité. Donc sur les défilements, ce genre d'éléments. Et Moto Blur, enfin moi je l'appelle comme ça, mais si Motorola refuse maintenant de l'appeler comme ça, mais la surcouche Motorola est quand même vachement mieux dans cet état-là qu'avant. Moi, je l'aimais pas trop et là, maintenant, on a accès à une bonne surcouche avec des widgets intéressants, même si j'ai eu quelques bugs. Et ça, c'est un petit point négatif aussi. Je ne sais pas si vous les aurez, mais quand même, moi, j'ai eu pas mal de bugs. J'ai eu des widgets qui s'affichent pas. J'ai eu le web qui a planté, vous l'avez vu. Il y a une vidéo de test que j'ai réalisée il y a 2 jours où il a freezé totalement pendant que je filmais. Donc c'est des trucs comme ça, c'est un peu décevant. Je sais pas si ça va continuer avec la version commerciale, j'espère que non. Et si c'est le cas, j'espère qu'il y aura des mises à jour. Et puis c'est à peu près tout. C'est un appareil qui en plus est proposé. Alors il est à 530 € nu, ce qui n'est pas donné quand même, mais bon, c'est un appareil haut de gamme. Hein. Voilà,
Le prix est assez dans la moyenne, on va dire, hein, moyenne supérieure. Et par contre, SFR le propose à 100 € moins une ODR de 99 € qu'il met à 1 € avec forfait. Donc c'est quand même assez agressif là comme stratégie marketing. Donc intéressant à voir. Et en tout cas, moi je trouve que c'est un smartphone plutôt performant. Ça c'est une certitude. Voilà. J'espère que ce test du Motorola Razr vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur testmobile.fr ou sur YouTube. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur j'aime en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Si vous aimez bien aussi ce type de vidéo, les tests, les reviews d'applications de jeux, les prises en main, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en dessus de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.